Crépol, novembre 2023, Thomas Perrotto, 16 ans, est tué à la sortie d'un bal de village. Pendant des mois, l'affaire fracture le débat public. Rien n'accrédite la thèse du crime raciste prémédité. Ils sont venus pour s'amuser, pour draguer les filles. Près de 3 ans plus tard, les juges d'instruction retiennent finalement la circonstance aggravante de racisme. Cette décision judiciaire remet au premier plan une question que beaucoup considèrent encore comme tabou, le racisme anti-blanc. Pour François Bousquet, cette affaire n'est pas un cas isolé. Elle révèle selon lui des fractures plus profondes de la société française, liées notamment aux transformations démographiques et aux conséquences de l'immigration extra-européenne. Après plus de 2 ans d'enquête et près d'une centaine de témoignages recueillis à travers la France, il publie Sale Blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir. Nous l'avons rencontré. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, notre invité est rédacteur en chef de la revue Éléments et auteur de Sale Blanc, le racisme que l'on ne veut pas voir, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie. Pendant plus de 2 ans, il a recueilli près d'une centaine de témoignages pour enquêter sur ce qu'il considère comme l'un des plus grands angles morts du débat public français, le racisme anti-blanc. Alors que l'affaire Thomas à Crépol connaît un nouveau rebondissement judiciaire avec la prise en compte de la circonstance aggravante de racisme contre la race blanche et la nation française, nous avons voulu revenir avec lui sur son enquête, sur cette décision de justice et plus largement sur ce qu'elle dit de la société française. François Bousquet, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous sur VA+. Pour commencer, vous expliquez avoir passé plus de 2 ans à recueillir un certain nombre de témoignages, près d'une centaine. À quel moment vous vous êtes dit, il y a un deuxième livre à écrire après votre premier ouvrage ? Alors, en fait, c'est un diptyque. Dans ma tête, c'est un diptyque. C'est 2 volets. C'est pas un volume 2, c'est 2 volets qui forment un diptyque, donc un ensemble. Le premier, ma première enquête, je me suis surtout intéressé aux jeunes, aux adolescents. Parce que le racisme anti-blanc frappe tous les univers sociaux, toutes les tranches d'âge, mais de fait, ça touche quand même prioritairement les adolescents au collège. Mais il y avait un angle mort que j'ai pas abordé, que vous évoquiez, c'était la question des violences sur les femmes. Et pour ça, j'ai eu besoin que Alice Cordier, j'ai lancé des appels à témoins sur mes propres réseaux, mais j'ai également sollicité des influenceurs, Damien Rieu, Pierre Sauterelle, F de Souche, mais aussi Némésis et Alice Cordier et puis toute sa bande, qui m'ont ouvert tout un continent. C'est parce qu'il y a les adolescents, mais il y a aussi les femmes. Un des paradoxes des violences et des agressions contre les femmes, on l'avait vu à Cologne, ça a frappé tous les esprits en 2015. Quand on s'intéresse aux viols en Angleterre, qui sont des viols sidérants, 250 000, au bas mot, 250 jeunes filles blanches de la classe ouvrière qui ont été violées, esclavagées, droguées, alcoolisées par des grooming gangs pakistanais. En gros, 250 000 Gisèle Pellicot. Donc on voit le contraste entre le traitement des viols de Mazan et les viols. Donc tout ça, je ne l'avais pas abordé. Je l'aborde dans ce second volet, où au moins la moitié des témoignages, sinon un peu plus, les 2/3 sont les témoignages féminins. Et c'est vraiment... ça vous prend à la gorge, parce que les femmes sont impuissantes, elles sont obligées d'inventer des stratégies de contournement, elles sont obligées de s'enlaidir, elles sont obligées d'éviter certains quartiers, de prendre la voiture au lieu de prendre les transports en commun, et tout ça, le féminisme institutionnel ne veut pas le voir. Et c'est intéressant parce que votre livre ressemble presque finalement à une enquête journalistique plus qu'à un essai. Comment vous avez recueilli ces témoignages ? Donc vous avez à la fois lancé cet appel à témoins sur vos réseaux, mais finalement, une fois qu'on recueille tous ces témoignages, comment vous les mettez en avant ? Alors moi, j'essaie de les mettre en scène. Alors c'est pas une fiction, vous avez raison, c'est une enquête journalistique. Je suis d'abord un journaliste qui s'intéresse à des univers un peu intellectuels, à l'histoire, à la sociologie. Donc je mets en scène mes personnages dans leur contexte. C'est central le contexte. J'évoquais l'adolescence, ça vous oblige à parler de la cour d'école, moi que je compare aux univers carcéraux. Les univers carcéraux, c'est des univers où il y a un processus de décivilisation, pour parler comme Norbert Elias et Emmanuel Macron, qui a repris des termes à Norbert Elias. Et la cour d'école, c'est un processus d'apprentissage de la civilisation. Donc c'est comme ces 2 univers qui se croisent, où les agrégats se forment sur les bases les plus élémentaires, souvent, la prison et la cour d'école. Quand je dis les plus élémentaires, c'est souvent des agrégats ethno-confessionnels. On le voit en prison, projetez-vous dans des univers de la France des quartiers, de la grande banlieue, c'est les mêmes configurations. Donc je mets en scène mes témoins et je leur donne la parole. Voilà. Et simplement, après, j'essaye de prendre du recul, par exemple sur les violences faites aux femmes.
femmes, eh bien, je m'intéresse au choc, ce que j'appelle, moi, le choc des situations. Je reprends la thèse de Samuel Huntington, qui est un livre qui est devenu central après le 11 septembre 2001, qui avait été écrit un petit peu avant, qui est classé à tort chez les néoconservateurs. C'est un paléoconservateur, Samuel Huntington. Hein. On peut contester, je pense, hein, sa thèse sur le plan géopolitique, hein, encore que, pourquoi pas, hein, il y a débat, mais je pense que moi, le choc des nations, il est domestique. Hein. Il traverse la cour d'école, la classe, hein, le quartier, les barres d'immeubles. Hein. Et donc, je mets en perspective, quand il y a des violences, par exemple, prenons les Mureaux qui est totalement désindustrialisé, c'était le site hein, de construction de Renault, où il y a une forte immigration, entre autres sahélienne. Hein. Et bien, donc, je mets en scène mes témoins dans le cadre social, le cadre culturel qui est le leur, hein, en leur donnant la parole. Hein. Donc, c'est du journalisme hein, avec, disons, une mise en perspective sociologique, hein, sans la prétention qui va avec ce terme, ni les malentendus auxquels souvent il est associé. Et pour recueillir ces témoignages, est-ce que vous êtes déplacé pour aller justement rencontrer ces personnes, ou est-ce que les personnes venaient aussi à vous par des moyens de communication d'aujourd'hui ? Toutes les configurations possibles et imaginables, téléphone, visio, ou alors se déplacer même plusieurs fois. Je prends beaucoup plus de temps dans le deuxième volet de mon diptyque. Hein. Il y a des témoins, je peux voir 3, 4, 5 fois. Donc j'ai une masse d'enregistrement qui est colossale, que je ne peux pas exploiter, parce que si je l'exploite, c'est un livre qui fait 1500, 2000 pages. Hein. Du reste, j'ai dû le caviarder facilement hein, d'un tiers, salle blanc. Donc, toutes les configurations possibles et imaginables, hein, mais j'ai besoin quand même, à défaut d'avoir un contact physique, d'avoir un contact visuel. Hein. Pourquoi ? Parce que je les mets en scène, parce que je personnalise, parce que j'aime faire des portraits, voilà, parce que je suis un journaliste. Hein. Mais au départ, visio, mais dès que je peux, la rencontre personnelle, hein, parce que il se produit quelque chose, voilà. Ouais, bien sûr. Et dans ces témoignages, lequel, avec le recul et après avoir écrit votre livre, lequel vous a le plus marqué ? Alors il y en a deux, un dans le premier volet, un dans le second volet. Le premier volet, c'est un garçon. Le Racine Montiblanc est très vieux, très très vieux. En fait, moi, je remonte 50 ans en arrière, immédiatement après le regroupement familial. En 78, quand le Conseil d'État valide définitivement le regroupement familial, eh bien, il y a énormément d'enfants qui rejoignent, et de familles, hein, qui rejoignent les pères qui travaillent en France, hein, qui ont 12, 13, 14 ans, qu'on met en primaire. On les met en primaire, hein, 12, 13, 14 ans. Hein. Donc, c'est à la croisée des années 70, 80. C'est un garçon qui est dans la grande banlieue parisienne, hein, qui est d'abord aux Ulysses, hein, où il me dit à 6-7 ans, en vélo, les Ulysses, c'était génial, vraiment génial. Le seul défaut des Ulysses, comme toute la banlieue, c'est les transports. Voilà. Le métro est à une demi-heure, ou le RER, hein, peu importe. Maintenant, ça a été corrigé, ça. Sinon, c'était un univers génial, vraiment génial. Imaginez-vous des Français qui ont fait l'exode, dont les parents ont fait l'exode rural. Il n'y avait pas les commodités dans la ferme, il n'y avait aucune commodité, il n'y avait pas tout à l'égout. Tout d'un coup, il y a tout. Donc, c'est vraiment génial. Hein. Néanmoins, il doit prendre son vélo comme il n'y a pas de transport. Et à 6-7 ans, on commence à le poursuivre. Hein. Il déménage à Évry. À Évry, c'est le chaos, vraiment. Il y a 30 à 40 ans, il y a déjà des cités, les pyramides et autres, hein, dans lesquelles la police ne rentre pas. Je m'entends, la police ne rentre pas s'il n'y a pas des fourgons de CRS. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui a été élevé sur la dalle du parc aux Lièvres, qui a été démoli, sur lequel on a tourné un film qui s'appelle Athéna, où il est le dernier blanc. Où, me dit-il, je suis le dernier blanc qui a refusé de s'assimiler à l'envers. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de blancs qui s'assimilent à l'envers. Hein. À 12-13 ans, 50 fois, 50 bagarres. 50 bagarres à 12-13 ans, il pense qu'il va mourir à 18 ans. C'est ce qu'il me dit. Eh bien, ce type est devenu un promoteur immobilier et il brasse des centaines de milliers d'euros, sinon des millions aujourd'hui. Et il s'en est sorti. Il s'en est sorti par la seule force de sa volonté, parce que sa mère est morte aussi, du sida. C'est le paradoxe, sa mère est morte du sida. Donc, dans un univers où il y a ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent le motherfucking, que les auditeurs et téléspectateurs me pardonnent, donc c'est nique ta mère, putain de ta mère, etc. Et bien, comme il y a cette plaie de la mort de la mère, hein, dès qu'on lui dit ça, donc ça contribue à lui donner une colonne vertébrale, à le rendre offensif. Là où la plupart des autres, hein, petits blancs, c'est ce qu'il me dit, hein, s'assimilent à l'envers. Moi, j'appelle ça le syndrome de Stockholmistan, sur la base du syndrome de Stockholm. Hein. Donc, vous savez, à Stockholm, il y a le personnel qui est pris en otage, hein, et qui finit par se solidariser
des preneurs d'otages parce qu'inconsciemment, il pense qu'il va être protégé. Et quand la police débarque et déloge les preneurs d'otages, il reste lié mentalement, psychologiquement aux preneurs d'otages. Hein. Donc c'est des phénomènes de gratitude perverse qui fait que beaucoup de petits blancs s'assimilent à l'envers, se racaillisent, fument du shit, écoutent du rap, ça peut jusqu'à la conversion. Et bien ce garçon-là que j'appelle Sébastien, c'est l'inverse. Donc ça c'est un témoignage très fort pour moi parce qu'il s'en est sorti. Et l'autre, c'est dans mon second volet, c'est une femme. Alors elle veut bien que je l'appelle sous son nom vrai, c'est Sonia Mazurel, d'origine maghrébine et polonaise, enfant de l'inceste. Oui, on est dans des univers sociaux terribles, donc c'est un enfant de l'inceste qui est placé, qui est adopté. Elle s'appelle Sonia Mazurel, elle s'est présentée au cantonal en 2019 sur une liste du Rassemblement national. Et donc c'est une enfant de l'inceste et elle a été violée à plusieurs reprises. Donc rien d'en parler, ça. Et elle veut apparaître sous son nom. Elle a mon âge, à peu près 55 ans, je suis un peu plus âgé, mais elle a 55 ans. Et elle s'en sauve, c'est fou, c'est ce que me disent souvent les femmes violées. Elles foutent la musique à fond. Voilà. Elle s'en sort par la musique à fond. En voiture, c'est ce que me disent un autre témoin violé. Fille, en voiture, à fond. Pour se créer une bulle. Une bulle pour ne pas penser, voilà. Ne pas penser, ouais. Donc Sébastien, c'est un pseudonyme pour le protéger. Parce qu'il a fait une très belle carrière de grandes écoles, c'était pas gagné, puisqu'il est déscolarisé à 13-14 ans, et il présente le bac en candidat libre, et Sonia Mazurel, qui est dans le nord de la France, dans Salle Blanc, enfant de l'inceste, et du viol, à Roubaix, voilà, donc ça c'est les deux témoignages qui... Ville d'ailleurs, dont on ne sait pas si vraiment elle va s'en sortir avec son nouveau maire, David Guiraud. Non, sans doute ne va pas prendre ses mais sujets ce que me dit à Sonia bras-le-corps. Mazurel, c'est qu'elle a 4 enfants. Elle est métisse, donc un peu juive polonaise, pour un quart, je crois, et 3 quarts, c'est maghrébin. Ses 4 enfants sont métisses, ses 2 maris sont noirs, et les 4 sont convertis à l'islam. Elle est chrétienne, mais elle me dit les 4 sont convertis à l'islam. Dont sa fille. Et je tombe souvent sur des familles, c'est le syndrome de Stockholmistan, d'assimilation à l'envers. Elle, ça la désole. Elle n'a pas la foi. Donc, elle s'intéresse aux musulmans qui ont quitté l'islam pour des questions de rationalité, de lumière, etc. Elle rappelle à ses enfants, comme ils sont métis, quand même en partie noirs, que les esclaves noirs étaient émasculés. Dans la traite arabo-musulmane, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, on voit pas de noirs. On voit pas de noirs parce qu'ils sont émasculés, ils ne se reproduisent pas. Et bien, nonobstant tout ça, les enfants ont besoin de se raccrocher à quelque chose parce que l'ensemble de l'univers environnant est islamisé. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que pendant l'écriture de votre livre, il s'est passé l'affaire de Crépol, avec ce jeune Thomas. Et sans doute, pendant que vous acheviez votre livre, eh bien, l'affaire elle est revenue au premier plan de l'actualité, à Crépol, puisque il y a eu effectivement ce rebondissement judiciaire où finalement la justice a requalifié les faits. Lorsque vous apprenez que les juges retiennent finalement cette circonstance aggravante de racisme en raison de la race blanche, en raison de la nation française, quelle est votre première réaction ? Victoire, dans un premier temps, victoire, soulagement, sur un fond quand même de colère immense, parce qu'il aura fallu presque 3 ans pour qu'une juge d'instruction, et nous ne sommes qu'aux prémices du procès. Le procès n'a pas eu lieu. À ce stade, on a enfin mis sur la table la question du racisme anti-blanc et du racisme anti-français, qui est pour moi le racisme le plus lourd. Peut-être qu'on en parlera parce que c'est le plus paradoxal, parce que ce sont des Français de papier, qui disent à d'autres Français, de papier mais de souche, sale français, pas seulement sale blanc, sale français. Donc mais on y reviendra là-dessus. Colère parce qu'il faut près de 3 ans pour que l'instruction mette enfin sur la table cette question du racisme anti-blanc. Nous, on partait du principe, on l'a su tout de suite. On a appris, il y a eu un livre par 3 journalistes, Une nuit en France, lamentable, entre autres Jean-Michel de Cugy, ce grand reporter, enfin pour moi petit rapporteur du Parisien, qui ont soulevé un lièvre. C'est quand il y a un PV de gendarmerie qui retient, quelques jours après le meurtre de Thomas, 9 témoignages, 9, c'est énorme, de racisme anti-blanc, et ce PV est égaré.
Et c'est eux qui le retrouvent. Il est égaré. Est-ce qu'il est égaré intentionnellement ou malencontreusement? On ne sait pas. Mais au départ, on partait sur 9 témoignages de racisme anti-blanc, plus une bande-son. Parce qu'on a une bande-son, au moins une. Mais de mémoire, il y en avait d'autres. Mais j'en ai retrouvé qu'une sur le web. Quand je faisais le bouquin, il y a une bande-son d'un smartphone où on entend clairement, non, mais si on prête l'oreille, on l'entend, putain de Guerre. Donc Guerre, on peut l'orthographier différemment, G-W-E-R ou G-O-U. Ou Guéron, c'est européen, blanc, avec une dimension disqualifiante et souvent péjorative, en arabe ou en turc. Donc putain de guerre, et une autre voix, attention ça plante. Donc on a un témoignage audio déjà, et puis après 9 témoignages papier. Or si je m'en tiens au travail de la Griffe qui s'est portée partie civile, la Griffe donc c'est l'Alliance Générale contre le racisme et pour la défense de l'identité française et chrétienne, fondée en 84, donc c'est très ancien la Griffe. En fait, on est à une quinzaine de témoignages. Donc c'est énorme. C'est énorme. Souvent, le racisme anti-blanc, c'est le sous-texte. Souvent, il est implicite. Souvent, il n'a pas besoin d'injures. C'est ce que me disent beaucoup de mes témoins. Par exemple, j'ai une éducatrice qui me dit dans mon premier volet, elle demande aux jeunes éducatrices pour des mineurs, donc, et souvent des étrangers, comment vous choisissez vos victimes? On prend des blancs. Mais ça, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas sale blanc quand ils... Donc c'est souvent implicite, c'est le sous-texte. Là, c'est explicite, c'est massif. 9 à 15 témoignages, peut-être encore un peu plus. Comment se fait-il que l'instruction ait autant tardé? Comment se fait-il que le procureur de Valence, au début de l'affaire, a pris soin de dire 2 choses. Le procureur de Valence, qui ne donnerait pas les prénoms des mises en cause, et qu'il ne retiendrait pas la qualification de racisme. Il le dit publiquement. Comme à Narbonne, le procureur, pour l'affaire Louis, le procureur, j'étais à Narbonne pour suivre l'affaire de Louis, c'est quand même fascinant. Le procureur, la première sortie du procureur est la suivante. C'est qu'il dit qu'il n'y a pas de mobile du crime connu à ce stade. Mais que le racisme n'en est pas un. Alors de 2 choses l'une. Est-ce qu'il n'y a pas de mobile connu? Auquel cas, on ne sait pas si c'est raciste ou pas, ou il y a un mobile, et dites-le nous. Donc, pour vous répondre, oui, la colère, parce que ça fait plus de 2 ans et demi qu'on attend que ça soit mis sur la table, cette dimension-là. Et pourquoi est-elle autant tardée? De même pour bande organisée, parce que la justice, comme les médias centraux, comme l'institution universitaire, va à reculons vers le racisme anti-blanc. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est une prudence de la justice qui peut s'entendre pour calmer les choses juste après les faits, ou est-ce que c'est un véritable blocage idéologique de la justice dont on ne veut pas parler, mais qui dans les faits se produit? Oui, pour moi, c'est un blocage. C'est un blocage mental, c'est un verrou mental, c'est un biais cognitif qui interdit à gauche. Alors, je ne veux pas dire que tous les magistrats sont de gauche, mais de fait, c'est sur la poignée d'une main qu'on peut compter les affaires qui ont débouché sur des condamnations de racisme anti-blanc. Donc, jamais, en tant que tel, pour racisme anti-français, alors que le racisme anti-français relève de la définition légale du racisme. C'est des discriminations, injures ou violences en raison ou pas, de l'appartenance à une race ou pas, mais aussi d'une nation. Donc il y a très peu d'affaires qui ont été jugées. Or là, quand même, il y a une dimension explicite. Je m'entends, s'il y avait un témoignage, c'est ce que disent les gendarmes dans ce genre d'enquête. S'il y a un témoignage, on peut dire que le témoin a reconstruit une scène parce qu'il est traumatisé, parce qu'il est pétrifié par ce qui lui arrive. Donc il recrée a posteriori une scène. Non, là on a une quinzaine de témoignages. On a des couteaux de 20 à 25 cm. On l'a oublié parce qu'on se focalise à raison sur Crépol, sur Thomas Crépol. Thomas est mort, mais on a quand même 2 blessés en urgence absolue en plus de Thomas. Donc on a 3 types à terre. Il y a 14 blessés dits légers. Tous les témoins décrivent une scène d'apocalypse. Je vous cite les mots qui reviennent dans les PV, des procès-verbaux de gendarmerie. Sauvagerie, abattoir, sauvagerie indescriptible. Beaucoup de témoins pensent qu'il y a eu un attentat terroriste. Imaginez-vous donc 1 mort, 2 blessés en urgence absolue, 14 blessés. Il y a du sang partout. Et devant une boîte de nuit en plus. Devant une boîte devant un bar. Même pas. Non, c'est la salle municipale de Crépol pour un bal de village. Je parlais avec des gens qui ont travaillé sur l'affaire, Nicolas Boutin, de Valeurs Actuelles, entre autres. C'est qu'il y a un revival des balles de village. Depuis 10 ans. Parce que les parents pensent que le bal de village va protéger leurs enfants des violences de la nuit dans les discothèques. Non.
la violence des discothèques s'invite dans l'univers des balles de village, quoi. Donc c'est un chaos invraisemblable, une violence invraisemblable. Donc on est surpris que le procureur ne retienne pas ces deux dimensions, bande organisée. Ma formule est la suivante. Il n'y en a pas un qui est venu en nageant à travers l'Isère. Il n'y en a pas un qui est venu à dos d'âne. Il n'y en a pas un qui est venu en hélicoptère. Ils sont tous venus en voiture. C'est une bande organisée qui vient faire une opération de représailles, avec une dimension raciste, anti-française et anti-blanche manifeste. Donc, comment se fait-il que c'est mis autant de temps à s'inviter dans les débats? Et je vous le redis, c'est que les prémices, parce que tout ça, peut-être qu'à la fin des fins, quand il y aura un jugement, je parle en appel, je parle pas d'appel, je parle en première instance, au tribunal d'assises, avec un jury populaire, peut-être que la circonstance aggravante de racisme anti-blanc, anti-français ne sera pas reconnue. Ce qui serait pas surprenant par rapport aux antécédents. Je le redis, il y a quelques affaires, peut-être 3, 4, il faudrait vérifier, qui ont débouché sur une condamnation pour racisme anti-blanc, alors que pour moi, je le documente depuis 50 ans. Et selon vous, avec justement ce recul sur cette affaire, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Thomas a été tué parce qu'il est blanc, ou est-ce qu'il faut distinguer en fait le mobile raciste, entre guillemets, et l'acte en lui-même qui est le coup de couteau? Est-ce que vous pensez que c'est lié ou il faut vraiment dissocier les deux? Alors je disais, dans Le Monde, tenez-vous bien, un papier d'un professeur de droit, dès lors qu'il y a une dimension verbale explicite de racisme, c'est du racisme, peu importe. Simplement, la théorie, peut-être en parlera-t-on, la théorie du racisme systémique qui a vampirisé le champ universitaire, médiatique depuis 10 ans en France et depuis très longtemps aux États-Unis, nous empêche de penser l'universalité et la réciprocité du racisme. Moi, je pense qu'il y a un contentieux. Il y a un contentieux qui est le grand non-dit de nos sociétés. On s'est livré, alors c'est un sujet qui est embarrassant. C'est un sujet qui prête à polémique. C'est un sujet qui périlleux. Mais je pense que si on creuse pas ce contentieux qui peut exister entre des populations européennes et extra-européennes, sur la nature de ce contentieux, sur la profondeur historique de ce contentieux, colonial, mais également précolonial. Peut-être remontons jusqu'aux croisades, peut-être remontons jusqu'à Charles Martel, j'en sais rien. Mais de fait, il me semble qu'il y a un grand contentieux entre une Europe chrétienne et une Afrique, en tout cas une Afrique du Nord, mais pas que du Nord, musulmane, que ce contentieux existe depuis 1000 ans. Simplement, il est souterrain. Simplement, on ne veut pas le regarder les yeux dans les yeux. On préfère, c'est ce que fait la sociologie depuis un demi-siècle. Elle fait un post-marxisme du pauvre, à partir des bouquins de Pierre Bourdieu. Elle applique une grille de lecture misérabiliste sur la banlieue. Elle pense que s'il y a de la violence en banlieue, c'est parce que la banlieue est reléguée. C'est parce que la banlieue est discriminée. C'est parce que la banlieue n'a pas accès aux emplois sexy auxquels nous pouvons prétendre. Donc ça nourrit une forme de violence au sein de la banlieue. Moi, je pense que c'est pas ça. Je pense que quand on regarde les indicateurs économiques, oui, il y a un décrochage économique de la banlieue. Oui, il y a un décrochage en termes de chômage, en termes de minima sociaux dans la banlieue. Mais de fait, c'est négligé qu'il y a une économie parallèle et souterraine. Qu'on n'est plus dans la misère, mais dans ce que j'appelle la post-misère. Une fois qu'on a admis que les poches de pauvreté statistiques ne sont pas tout à fait vraies, ne reflètent pas la réalité économique et financière des banlieues, eh bien la question de l'argent, la question du misérabilisme ne me semble être pas la question principale. La question principale, c'est ce contentieux. Alors je redis, c'est un sujet qui est brûlant. Je crois que peu de gens l'abordent. Moi, je pense que la clé de lecture, c'est ce que Nietzsche appelait le ressentiment. Nietzsche ou Dostoïevski. Nietzsche était anti-chrétien, Dostoïevski était chrétien, et les deux aboutissent à la même grille d'analyse, ça s'appelle le ressentiment. Le ressentiment, c'est quoi ? Pour moi, en termes simples, c'est la maladie de la comparaison. Nous sommes d'abord des êtres de comparaison, de désir mimétique. Il y a un grand auteur qui s'appelle René Girard qui a fait toute son œuvre sur ça, sur le désir mimétique. Je cale mon désir sur le vôtre. C'est la comparaison. Et moi, je pense que la vraie source de souffrance, c'est la comparaison désavantageuse. Pour être le plus clair possible,
que nos auditeurs et téléspectateurs se rappellent ce qu'ils étaient enfants ou adolescents. La jalousie, les mécanismes de jalousie. Tu as plus de choses que je n'en ai. Tu es plus beau que je ne le suis. Tu es plus intelligent que je ne le suis. C'est sur ce terrain-là, toxique, que prospère le ressentiment. Et je pense que ça vaut également pour les civilisations, parce que les civilisations se comparent. Simplement, ça, c'est un interdit, on n'a pas le droit, alors qu'autrefois, on parlait de la psychologie des peuples, qui nous permettait d'analyser psychologiquement les peuples en tant que tels. C'est ce que faisait Gustave Le Bon et beaucoup d'autres, qui sont plus des auteurs à la mode, je le regrette, parce qu'ils nous apportent une clé de lecture. Mais je pense que les civilisations se comparent. Que l'islam se compare au christianisme, que inconsciemment, l'islam s'interroge sur son décrochage historique. Il n'est pas possible que ce décrochage historique, qui est vieux de 1000 ans, ne soit pas une source de souffrance dans l'esprit d'un certain nombre de musulmans. Pas tous, je ne veux pas généraliser. Et que tout ça se métabolise, souvent, sous la forme de racisme anti-blanc. C'est-à-dire que le ressentiment a besoin d'avoir un exutoire, a besoin de se venger, parce que le ressentiment passe son temps à désirer ce qu'il repousse et à repousser ce qu'il désire. Il est toujours dans l'entre-deux. Parce que la créature de ressentiment est souvent un homme mal né, c'est ce que nous apprend Dostoïevski. Pourquoi mal né ? Parce qu'il est entre ici et là-bas, parce qu'il est écartelé entre deux univers, parce qu'il vit dans le souterrain. Dostoïevski dit ça, c'est l'homme du souterrain. Il n'arrive pas à accéder à la lumière. Il n'arrive pas, dit Dostoïevski, à dépasser le cadre de ces déterminismes sociaux et des cercles de la fatalité, à s'en libérer, à devenir libre, en quelque sorte. Et comme il n'arrive pas à devenir libre, il a besoin de se venger. Il a besoin de détruire. Et souvent, moi, c'est mes 3 ans en fait d'enquête, je me demande souvent pourquoi tant de haine. Je voulais même appeler le bouquin La haine, mon 2e volet. Je m'explique des mécanismes de violence. Mais pourquoi ce besoin de souiller, de rabaisser, d'humilier ? Quelle est la compensation que trouvent beaucoup de jeunes à rabaisser, humilier, souiller des femmes, par exemple, Parce que chez la femme, chez nous, c'est des logiques d'honneur, chez la femme, c'est des logiques de souillure. Donc on souille le corps d'une femme. Pourquoi ? Quel qu'il cherche à compenser. Et tant qu'on fera pas l'effort de chercher en profondeur le ressort du racisme anti-blanc, on passera à côté. Ce qui est paradoxal dans le racisme anti-blanc, c'est qu'on pourrait penser pourquoi on accueille des populations, nous, enfin n'importe qui. Pourquoi on accueille de l'immigration ? C'est parce qu'on fait le pari qu'on va à tout le moins intégrer des gens, peut-être dans la meilleure des hypothèses, les assimiler, en faire des Français, des Français à part entière. C'est le pari que tous les gens qui font appel à l'immigration font. Or, que nous dit le racisme anti-blanc ? Le racisme anti-blanc, c'est que notre amour inconditionnel de l'autre n'est pas forcément partagé par l'autre. C'est que les gens que nous avons accueillis, on a quand même mis des moyens considérables. Je veux dire, n'en déplaise à Mélenchon, aux gauchistes, qui nous expliquent qu'il y a un traitement inégalitaire des banlieues. C'est pas vrai. Quand on regarde les politiques de la ville sur 30 à 40 ans, c'est 200 milliards. C'est vertigineux les sommes sur 30 à 40 ans. Il y a quand même un accès à l'école quasi gratuit. Un logement, je pense au HLM, qui est très largement aidé. Un système de soins qui est quand même plutôt généreux. Donc il est faux de dire que nous n'avons rien fait pour intégrer beaucoup de populations. On a fait un effort considérable, financier, humain, et pourtant, plus la présence en France est attestée, c'est ce que nous montrent les sondages, 2e, 3e, 4e génération, et bien moins, je ne parle pas d'assimilation, moins l'intégration est acquise. On a des outils, des marqueurs objectifs qui me permettent de dire ça. En sociologie, ça s'appelle la radicalisation des attitudes. On observe une radicalisation des attitudes chez les vingtenaires. Par exemple, les 18-24 ans musulmans reconnaissent, pour moitié d'entre eux, sur la plupart des sondages, d'abord la charia plutôt que les lois de la République. Ce qui n'est pas le cas pour leurs parents. Leurs parents, c'est 25% qui reconnaissent la charia. On retombe quasiment en permanence sur les mêmes écarts. Donc, ça ne marche pas. Je ne veux pas généraliser, je ne veux pas essentialiser. Mais dans les ordres de grandeur qui sont les nôtres, c'est autant on peut assimiler un individu, c'est quel qu'il soit. Et la France, contrairement à ce qu'on dit, on l'a toujours fait. En fait, nous, on faisait appel à une légion étrangère.
C'était des cardinaux italiens, c'était des immigrations choisies, je m'entends, on a toujours fait une immigration choisie, très choisie. Cardinaux italiens, artistes italiens, musiciens allemands, ingénieurs belges, ou anglais. Notre chemin de fer n'est pas construit sur les ingénieurs belges et anglais et britanniques. Donc ça, on l'a toujours pratiqué. Mais là, on a intégré des individus. Comment on fait pour intégrer des peuples, Comment on fait pour intégrer des civilisations, d'autant que ce sont des civilisations qui ont leur propre dynamique, qui ne veulent pas renoncer à leur être, qui veulent perdurer dans leur être. Eh bien, le racisme anti-blanc nous dit que ça ne marche pas, puisque vous m'avez conféré une nationalité, la société française. Eh bien, en dépit de cela, mon choix, quand je supporte France-Algérie, France-Maroc, France-Tunisie au Stade de France, eh bien, tout Français que je suis, ou peut-être tout binational que je suis, je plébiscite non pas mon pays d'accueil, mais mon pays d'origine, que je n'ai jamais connu en plus. Pour la plupart d'entre eux, je le redis, c'est des jeunes générations, ils ne l'ont pas connu. Sinon sous la forme de vacances, et encore pour une poignée d'entre eux, pas la totalité d'entre eux. Donc ce racisme anti-blanc, moi je pense que si la gauche ne veut pas le reconnaître, c'est parce qu'elle dit l'échec, tout ou partie, disons, pas tout, c'est pas vrai, mais une partie suffisamment importante, l'échec des politiques d'accueil. Pour le coup, c'était vraiment ma question suivante, c'était en fait pourquoi est-ce si difficile d'en parler. Dans votre livre, vous parlez de la loi des 3D. Déni, délit, délire. Selon vous, qui entretient en fait aujourd'hui ce mécanisme d'omerta, de finalement pas parler dans le débat public de ces problèmes? C'est la gauche dans son ensemble? La gauche dans son ensemble, la Macronie. En 2019, c'était à Valeurs Actuelles. Grand entretien à Valeurs Actuelles, Macron quand même a cette phrase qui est délirante. Je ne sais plus qui c'est qui l'interview, est-ce que c'était déjà... Je ne sais plus, mais qu'importe, c'était Valeurs Actuelles. Entretien avec Macron, je pense que vous faites la couve avec lui à l'époque, et l'un des rédacteurs de VA demande à Macron et le racisme anti-blanc. Macron ne veut pas en parler. Il parle de dialectique mortifère dans l'entretien. C'est quand même fascinant. Macron, donc le bloc central, ne veut pas parler du racisme anti-blanc, il veut bien parler de tous les racismes possibles et imaginables. Sauf le racisme qui touche le peuple historique, dont il est censé être le représentant en tant que président. Eh bien, il ne l'assume pas. Donc ça couche la gauche, mais le bloc central, jusqu'à certains LR qui ne reconnaissent pas le racisme anti-blanc. Aurore Berger, au cœur du gouvernement, s'est fait insulter et traiter de sale française, et refuse de dire que elle le dit à CNews, il y a 2 ou 3 ans, et refuse de dire que c'est du racisme. On la traite de sale française en lui crachant dessus. Elle le dit à plusieurs reprises en plus. Alors pourquoi oui, alors c'est l'institution. C'est quoi l'institution? C'est le système avec un S majuscule. C'est quoi le système avec un S majuscule? C'est l'expression plurivoque d'une pensée unique. D'une pensée unique, libérale, libertaire, qui pense que nos sociétés doivent être ouvertes. Si elles sont fermées, elles sont tribales. Si elles sont tribales, elles sont racistes, raciales, tribales, peu importe. Donc c'est ça. C'est le système pense, fait le pari qu'il n'y a plus de peuple, qu'il n'y a plus que des individus, que nos sociétés ne tiennent que par des contrats, et non pas par des appartenances, et que donc on peut ouvrir nos portes à la terre entière, en imaginant que ça va fonctionner. Et ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a ce qu'on appelle en psychologie sociale une dissonance cognitive. Le cerveau d'un gauchiste se scinde en deux, parce la main gauche voit qu'il y a un problème, la main droite ne peut pas l'admettre. Donc il y a un arbitrage, en général l'arbitrage est fait en faveur de la croyance, et pas du réel. Peut-être qu'à la fin, alors les gens qui ont travaillé sur l'Union soviétique, ils disaient quand même à la fin des fins, l'arbitrage c'est le réel. C'est qu'on peut pas dire que... Mais simplement, en Union soviétique, il a fait 70 ans. Voilà. Mais quand même l'arbitrage... Il existe toujours un parti communiste français. En plus. Ouais, il est résiduel. On pourrait en parler parce que le premier parti qui attaque l'immigration
en France avant le FN, parce que le FN encore n'a pas percé en 81, c'est Georges Marchais. Je revoyais les discours de Marchais en 81. Il est contre l'immigration légale, clandestine, mais contre l'immigration légale. Et après, très rapidement, il se fait déborder parce qu'il commence à protéger, il veut protéger les immigrés, qu'ils aient des droits comme les autres, c'est ce qui est légitime. Où en étais-je sur la dissonance cognitive qui s'opère dans le cerveau d'un gauchiste, eh bien, l'arbitrage est fait au profit de la croyance. Donc, ça s'appelle le déni. Voilà, c'est le premier D de le réel n'est pas recevable. C'est-à-dire qu'une jeune fille, par exemple, dans l'Est parisien, gentrifié, où tout est faux, on pourra en parler, c'est un univers de faux semblants. Moi j'appelle ça un village global Potemkin, et non pas un village Potemkin, c'est un village global Potemkin. Ils ont l'impression, une nana par exemple de 20 ans a le sentiment que parce qu'elle descend dans la rue, il y a de la cuisine pakistanaise, des musiques du monde, et une population assez mélangée. Mais non, ma chérie, c'est pas vrai. Ton immeuble est ségrégué. Ton immeuble est assez homogène socialement et souvent ethniquement. Mais ça, tu peux pas en faire l'aveu. Dès lors que tes enfants ont passé le seuil des 10 ans et qu'ils rentrent en secondaire, tu contournes la carte scolaire. Parce que tu ne veux pas qu'ils soient dans un collège gangréné par les tensions raciales. Il y a plein de vidéos qui circulent dans ce... Donc, en dépit du réel, le réel, la main gauche, c'est pas ce que fait la main droite. En dépit du réel, on est dans le déni, donc le réel n'est pas recevable. Premier dé. Ensuite, second dé, c'est le délit. Nous, on a tous fait l'expérience, sans aller jusqu'au tribunal. Celui qui dit que le réel a eu lieu, celui qui dit que il y a des tensions raciales au bas Montmartre, où tu as le prix de l'immobilier, c'est 10 000 m², le prix de l'immobilier, donc il y a une ségrégation résidentielle de fait. Mais quand même, tu veux mettre ton enfant dans le collège public, ça peut aller encore en primaire, encore que, ils le font de moins en moins, mais pas en secondaire. En secondaire, tu triches. C'est un balai. L'Est parisien est une noria le matin, de déplacement en vélo désormais, mais aussi en voiture, de parents qui vont mettre le gosse, machin. Ça ne marche pas. Mais nous qui disent le réel, c'est judiciarisable. Par exemple, moi je peux passer, il m'est arrivé de passer à CNews, de dire le réel, il y a un signalement à l'Arcom. Donc c'est une autorité, alors évidemment son autorité à l'Arcom, elle pénalise financièrement, mais quand même c'est judiciarisable, voilà. C'est donc délit, puis le troisième dé c'est le délire. Ils ont créé un monde qui est délirant, c'est-à-dire une réalité alternative. Ils nous reprochent en permanence de vivre dans ce qu'ils appellent la post-vérité. Or, quand on fait une généalogie de la post-vérité, en fait, c'est une création de ce qu'on appelle la French Theory. Donc les penseurs de gauche, post-modernes, Michel Foucault, Gilles Deleuze, qui ont détrôné la vérité, qui pensent qu'il n'y a pas de vérité, qu'il y a que des perspectives, etc. Et ils ont inventé un monde qui parallèle, dans une autre dimension, où les hommes peuvent être des femmes, où Cléopâtre est noire. Ça s'appelle donc un monde alternatif. Cléopâtre, c'est une petite fille d'un général d'Alexandre, c'est une Ptolémée, c'est une Macédonienne, elle est blanche de chez blanche, avec la couleur comme moi, parce qu'elle a pris un peu le soleil. Où tout le théâtre de Shakespeare, Jules César, Richard III, peut être interprété par des Noirs, alors qu'un Blanc ne peut pas jouer Othello, le mort de Venise, alors que c'est une pièce européenne qui appartient à notre répertoire. Je pourrais multiplier les exemples. Donc on a créé un monde alternatif, qui est le vivre ensemble, qui est l'agralisation. Pour reprendre le mot de Gilbert Colomb, vous savez, le côte à côte et le face à face. Ah oui, Gérard Collomb. Gérard Collomb, pardon, pas Gilbert. Du ministère de l'Intérieur. Et moi, je pense qu'il n'y a jamais eu de côte à côte. Si on regarde dans le détail, mais quand on dit ça, évidemment, c'est un sujet qui est brûlant. Mais quand je me promène dans Paris, il y a des observations empiriques. J'étaye, moi, le racisme anti-blanc sur une enquête, et il se trouve qu'il y a des sondages qui corroborent mon analyse. Mais quand même, néanmoins, on a des yeux pour voir. Donc empiriquement, moi je me promène dans Paris, je suis un provincial mais un ancien parisien, que ce soit la rive gauche ou la rive droite, je suis sidéré par l'uniformité et la monochronie des terrasses. C'est rive droite, rive gauche, mais rive droite aussi, est parisien. Quand Rokhaya Diallo, c'est pas moi qui le dis, aussi si je le disais, je serais verbalisé, mais elle peut le dire. Quand elle voit la première, après la première législative, où à l'époque c'était la NUPES, pas le... Elle dit qu'elle est éblouie. Il n'y a que des blancs.
Il n'y a que des blancs. Il y a 2-3 députés, mais elle dit qu'elle est éblouie. Voilà, elle est éblouie. Voilà. Elle peut le dire, elle. Hein. On s'est beaucoup moqué des rédactions de Mediapart, hein, de Libération, ouais. Mais aussi du Monde, hein, qui sont uniformément blanches. Hein. Le paradoxe que des gens qui passent leur temps à défendre hein, la mixité sociale, hein, la mixité ethnique, hein, la mixité religieuse, ne la pratiquent pas dans leur vie quotidienne. Hein. En gros, chez un gauchiste ou chez un macronien, il y a un maximalisme des discours. C'est un maximalisme délirant. On est pour la mixité, le rapprochement. Mais la pratique, non. Il y a un laxisme dans la pratique. Il y a un minimalisme, un laxisme des pratiques. Hein. Et c'est dans cet écart, dans ce hiatus, hein, qu'apparaît la figure de l'hypocrite, de Tartuffe, du tricheur, hein, qui défend une chose sans la pratiquer. Parce que je suis le premier à le déplorer, hein, qu'on se comprenne, Alexandre. Moi, je veux pas essentialiser, je veux pas non plus. Je suis le premier à le regretter. Je suis un fou de littérature, j'aime la littérature arabe. Je peux même, à un sens, je suis presque un spécialiste, sans prétention, je veux dire. Mais le même va avec le même, voilà. Non, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez à la fois effectivement, de l'espace public que l'on côtoie tous au quotidien, mais en fait, aujourd'hui, effectivement, ce racisme anti-blanc, surtout, en plus, des chiffres le montrent. Ouais. Typiquement, vous parlez souvent, effectivement, du chiffre de 39% des personnes perçues comme blanches déclarent avoir déjà subi des faits de racisme. À partir du moment où des faits se concrétisent et on arrive à avoir des statistiques, c'est que... Mais on n'a pas le droit de le dire, simplement. On n'a pas le droit de le dire. Cette enquête, hein, elle est toute fraîche. Elle est parue en avril. Elle a été commandée par la LICRA. On tape à bras raccourcis sur la LICRA. La première assoce qui s'est portée partie civile dans un procès de racisme anti-blanc, c'est la LICRA. La première condamnation en 2014. Hein, c'est un blanc d'ailleurs. Vous voyez, le paradoxe encore. J'évoquais les assimilés à l'envers. C'est Arnaud Tenger, hein, en 2010, hein, qui a balafré un blanc en le traitant de sale français et sale blanc, alors que lui-même est français et blanc. Eh bien, au bout de 4 ans, en appel, il a fini par être condamné pour circonstances aggravantes, mais grâce à la LICRA. Et la LICRA a commandé une enquête, au moins, enfin, je veux dire, le MRAP aurait fait pas jamais ça, ni SOS Racisme. Hein. Le MRAP ou SOS Racisme aurait fait une grande enquête, l'échantillon, c'est 14 000 personnes, c'est colossal. Hein, le sondage que vous évoquiez, 39% des Français perçus comme blancs, ce sont les dénominations. Et au moins la LICRA a osé poser la question du racisme anti-blanc. Mais c'est une première. Il y a un sondage CSA commandé pour CNews Europe JDD un mois plus tôt, où il ressort que c'est 72% de Français qui croient au racisme anti-blanc. Mais jusque-là, il n'y avait aucune étude. Hein. Vous vous rendez compte, hein. Il y a une seule étude, dite Trajectoire et Origine, hein, copilotée par l'INED et l'INSEE en 2008-2009, hein, puis après en 2015-2016, hein, sur les discriminations, où là aussi il y a un énorme échantillon, sauf ce qu'ils appellent la population majoritaire. Hein. C'est-à-dire la position majoritaire, ils ne peuvent pas dire statistique ethnique, hein, ou blanc. C'était ma question. Est-ce qu'il faut penser aujourd'hui à mettre en place des statistiques ethniques en France ? On ne voit pas le réel. Parce que finalement, c'est presque déjà là, sans l'assumer. Mais tout le monde y pense. Hein. On ne pense qu'à ça, et il est interdit d'en parler. On a sanctuarisé l'idée que la République est aveugle aux différences. Hein. Mais c'est une fable, hein. J'y peux rien, c'est une fable. Hein. La République a pu être aveugle aux différences et quand il s'agissait d'assimiler le même, hein, de l'italien, de l'espagnol, du portugais, du polonais, et ça s'est pas fait sans mal. Hein. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que 2 Italiens sur 3 sont revenus en Italie. Il y a des expulsions massives de Polonais, d'Italiens et d'Espagnols à la veille de la Seconde Guerre mondiale, massive. Hein. On parle de 500 000 personnes. Hein. C'était de la remigration avant la lettre. Hein. Donc même des populations qui partagent notre bloc civilisationnel, hein, qui ont le même référent religieux. Ça a été difficile. Mais quand même, néanmoins, à la fin des fins, les Italo-Français ne nous reprochent pas les agressions à Aigues-Mortes ou fin du XIXe siècle, hein, où de fait, oui, une dizaine d'Italiens, sinon plus, hein, d'ailleurs, ont été tués par des Provençaux, hein, qui ne voulaient pas parce qu'ils se sont assimilés. Voilà, ils se sont assimilés. Mais néanmoins, avec eux, ça a été difficile. Hein. Alors, si on ne veut pas, si la République, hein, continue de dire, et c'est ce qu'elle fait, hein,
sur la base d'un universalisme qui est quand même une forme d'ethnocentrisme masqué, parce que c'est l'universalisme européen, républicain, disons, des Lumières, postule que notre vérité est universalisable, que notre façon de voir les choses est partagée par les Chinois, les Africains, les Amérindiens, ce qui est manifestement pas le cas. Et si nous pensons que c'est universalisable, c'est que on pêche par ethnocentrisme. Mais la République en est là. Elle part du principe que il n'y a pas de différence. Voilà. La seule différence, la seule discrimination, c'est entre le citoyen et le non-citoyen. Peu importe la couleur de peau du citoyen, la religion du citoyen, les mœurs sexuelles du citoyen. C'est vrai, ça a marché, je le dis non sans mal, ça a marché jusqu'à des années 50-60, parce que les différences étaient réelles, mais pas indépassables. Comment on fait quand les différences sont énormes? Comment on fait pour faire l'économie de ce que j'appelle, je le redis, le choc des situations domestiques? Comment on fait pour surmonter, par exemple, on accueille beaucoup d'Afghans en ce moment. Il y a des pratiques en Afghanistan, des pratiques sexuelles qui ne sont pas du tout les nôtres. Déjà, dans l'univers islamique traditionnel, il y a un antagonisme entre notre conception de la mixité, de la séduction et la leur. Il n'y a pas de mixité chez eux, ni de séduction. Le capital féminin, il a deux propriétés, si je puis dire, et si tant est qu'on puisse appeler ça des propriétés, c'est la virginité et l'invisibilité. Nous, c'est l'inverse. En tout cas, pour l'invisibilité. Je rappelle dans mon second volet les tableaux de Bruegel l'Ancien et de Bruegel le Jeune, où on voit dans les primitifs flamands, donc 15e siècle, 16e siècle, on voit des fêtes de village où il y a une parité sexuelle, autant d'hommes que de femmes. Aucune femme n'est voilée. Donc ça fait très longtemps que la femme est émancipée en Europe. On n'a pas entendu les féministes, Simone de Beauvoir ou Caroline de Haas. C'est les salons de la Renaissance, les cours de la Renaissance nous montrent que la femme était sur un piédestal très souvent. Donc comment on fait pour gérer des univers situationnels antagonistes? J'évoquais l'Afghanistan. En Afghanistan, il y a une pratique, le bashi-bazi, qui est une pratique quasi généralisé, parce qu'on a des enquêtes sur la seconde ville d'Afghanistan, où 40% des hommes s'adonnent au bashi-bazi. C'est quoi le bashi-bazi? Eh bien, c'est de la pédophilie institutionnalisée. Voilà, c'est de la pédophilie institutionnalisée. Comme la femme n'a pas le droit d'apparaître dans l'espace public, la femme, on la réinvente sous un simulacre. C'est un jeune homme qu'on travestit. Voilà. Et 40%, c'est ce que dit des médecins anglais qui sont restés là-bas pendant 10 ans, parce qu'on leur faisait la guerre, enfin pas nous, mais les anglo-américains. 40% de la seconde ville d'Afghanistan, selon les chiffres de dernières données qu'on a en date, pratiquent le bashi-bazi. C'est-à-dire un petit giton, donc un garçon qu'on a féminisé. Et je vous laisse imaginer après ce qu'on fait aux garçons qu'on a féminisés. Ces gens-là débarquent en France. Il ne peut pas ne pas y avoir un choc culturel, c'est pas possible. Il est impossible qu'il n'y ait pas de choc culturel. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de choc culturel pour la question de l'islam, où je le redis, la femme est invisibilisée. Le capital majeur de la femme, c'est qu'elle est invisible. Voilà. Elle est la propriété du groupe, de la tribu, du peuple, du pays, mais pas des autres. Donc où la femme est cachée, et tout d'un coup, il y a, pour parler comme Houellebecq, donc de manière crue, il y a un marché sexuel où la femme est déshabillée, où la femme est l'égale de l'homme. Même si hommes et femmes sont différents, le principe, c'est qu'il y a une égalité formelle entre l'homme et la femme. Comment on fait pour accorder tout ça? Moi, quand je travaille dans mon second volet sur les violences faites aux femmes, alors là, on n'a pas de chiffres. C'est quand même fascinant, on n'a pas de chiffres. On ne veut pas de statistique ethnique, on ne veut pas connaître le réel. Voilà. On ne veut pas connaître le réel. En gros, on est dans la configuration d'un médecin qui refuse de prendre la température du patient, qui refuse de faire une radio au patient, qui refuse de prendre la tension du patient. Parce qu'il s'imagine que le fait de ne pas dire qu'il a le cancer va le guérir par avance, miraculeusement. C'est la pensée magique. Notre modèle, c'est la pensée magique. Le vivre ensemble, c'est la pensée magique. Autrefois, on aurait dit que c'est la méthode du docteur Coué. Coué disait... Parlons de moi, François, tu vas y arriver, Alexandre, c'est bon, tu vas y arriver. Donc ça, c'est l'autosuggestion. Voilà. C'est donc de la pensée magique. Dès lors qu'on se refuse aux statistiques ethniques, on se refuse d'analyser l'état de santé de la société dans laquelle on vit. Peut-être est-elle très malade, cette société. C'est effectivement
Sans doute ma dernière question en tentant de parler quand même d'espérance pour notre pays. Après ces 2-3 années de recueil de témoignages, vos 2 ouvrages, est-ce que finalement vous restez aujourd'hui très inquiet pour l'avenir de notre pays, l'avenir de notre civilisation, pour les femmes, pour les jeunes, pour les Français en général, ou est-ce que quand même vous avez cet optimisme chevillé au corps que ces choses-là peuvent s'inverser et qu'on peut s'en sortir? Difficile de répondre. Moi, je dis toujours le mot de Antonio Gramsci, qui est un peu notre maître à tous, que c'est le fondateur du Parti communiste, hein, mais c'est quand même lui qui a théorisé ce qu'il appelait le combat culturel. Hein, et moi, je fais aussi du combat culturel. Hein, et il y a un gramscisme de droite. Hein, il disait pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Le constat est terrible, hein, faut pas se voiler la face. Hein. Si je m'en tiens aux travaux de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, ou Pauvre-Monti, hein, son bouquin, il y a 30% de Français qui sont d'origine non française. Ce qui est colossal, c'est colossal. Et ça s'accélère. Hein. Il y a une corrélation directe entre quantité de problèmes qui sont les nôtres et les courbes migratoires. On est en train de démontrer en ce moment, même en économie, il y a beaucoup d'économistes qui commencent à rétropédaler sur les effets positifs, des pointures à Harvard et ailleurs, à rétropédaler sur les effets positif économiquement de l'immigration. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les coûts immatériels, hein. C'est les coûts symboliques, hein, dont le racisme anti-blanc. Donc le tableau me semble accablant. On se réjouit à raison de voir les conversions au christianisme à Pâques. Hein. J'ai plus les chiffres en tête cette année. Mais moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est le mouvement inverse. Hein. Dans la France périphérique, entre autres, hein, dans la France pavillonnaire et la France des bars d'immeubles hein, et des bars HLM, hein, donc là où il y a des catégories populaires, hein, il y a une très grande acculturation et déculturation. Souvent, on ne sait plus ce que c'est que le christianisme. Et moi, j'observe beaucoup de conversions à l'islam. Donc, ce sont des Européens hein, qui font le choix d'adopter une religion étrangère, hein, souvent pour la retourner contre nous. Dans beaucoup de mes témoignages, hein, de témoins qui ont été victimes de racisme anti-blanc, mais dans la famille, il y a des convertis, un frère, hein, un demi-sœur, machin. Souvent, mes témoins me disent que les plus radicaux qu'ils ont rencontrés dans l'hostilité, c'est leur frère ou leur sœur convertis à l'islam. Leur phobie de la France, hein, du christianisme, des blancs, est encore plus radicale. Hein. C'est quand même fascinant. Donc le tableau est accablant. Mais si je dresse ce constat, c'est que je pense que tout n'est pas perdu, loin de là. Il y a une prise de conscience. Hein. Alors cette prise de conscience, c'est la presse alternative, hein, dont Valeurs Actuelles, Éléments, c'est les réseaux sociaux, c'est le vote, hein, de plus en plus contestataire, peut-être une majorité de Français. C'est la mobilisation en dépit du déni médiatique, hein, du verrouillage médiatique sous abri nucléaire hein, pour Thomas Crépol. Hein. Parce que même là, rappelez-vous, il avait fallu une semaine pour que les médias centraux s'emparent de l'affaire. Hein. Sans la réinfosphère et les médias alternatifs, on n'aurait pas parlé, hein, exactement comme pour Louis à Narbonne. Hein. Donc il y a quand même des signaux très encourageants. Un peuple qui commence à prendre conscience que peut-être que... il faut, dans le jeu qui est le nôtre, moi je pense, hein, dans le multiculturalisme, le multiculturalisme bâtit une société qui est fondamentalement asymétrique, fondamentalement. Il y a un oppresseur, un opprimé, c'est ce sur quoi repose la théorie du racisme dit systémique. Hein. Le blanc est l'oppresseur du racisé. Et le racisé, il ne peut pas être chrétien, il ne peut pas être juif, c'est une nouveauté, hein. Et asiatique. Parce que ils sont présumés être hein, chrétiens, juifs, asiatiques. Hein. Ils sont présumés avoir adopté le mode de vie de l'oppresseur, pas d'opprimé, pardon. Donc il y a beaucoup de gens qui se révoltent hein, contre cette grille de lecture hein, qui est asymétrique, délirante, inégalitaire, qui voient bien que 39% des Français nous le disent, hein, 39% c'est 20 millions de gens, hein, c'est colossal. Hein. Et je pense que c'est un chiffre qui est minoré. Parce que moi, ce sur quoi j'observe dans mes enquêtes, hein, c'est que dans toutes les enquêtes d'agression, il y a un phénomène de non-déclaration, de sous-déclaration. Mais ici, c'est un phénomène de non-déclaration. Tellement les gens ont intériorisé que ça n'existait pas. Tellement les gens ont peur des mécanismes d'inversion accusatoire. Ah, mais François, si tu dis que tu as été victime de racisme anti-blanc, c'est que tu es d'extrême droite. Hein, c'est que toi-même, tu es raciste. Hein. Donc beaucoup de gens ont peur. Et ben, en dépit de tout cela, c'est en train d'être sur la table. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a un réveil. Hein. Alors il est encore timide.
rapide. Ce discours de vérité. Ouais, vous évoquiez l'espérance. Hein. Moi, je pense qu'il y a 4 grandes vertus cardinales et 3 grandes vertus, enfin, 3 vertus cardinales, 4 et 3 théologales. Mais je pense qu'il y a les 2 vertus centrales, hein. C'est le courage, hein, pour les vertus romaines en fait, hein, les vertus de l'Antiquité. Hein. Il y a la prudence, etc., la tempérance, mais c'est le courage, hein, parce que sans le courage, hein, toutes les vertus se retournent contre nous. Elle fabrique des toxines. Hein. On crève de prudence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous crevons de prudence. Hein. C'est une vertu, la prudence. Mais nous crevons de prudence. Hein. Nous crevons de tempérance. Même chose pour les vertus théologales. Je pense que la charité a été totalement dévoyée. L'esprit de charité a été totalement dévoyé. Pas l'espérance. Hein. Les 2 grandes vertus, donc espérance, courage, hein, peuvent peut-être nous permettre, hein, de remettre à l'endroit ce que sont censées être les vertus. Quand je dis que la charité est dévoyée, c'est que la charité aujourd'hui commande notre univers mental. Nous fait croire que le lointain est plus important que le prochain. C'est le prochain qui est important, pas le lointain. Gilles Evans rappelait l'ordre de la charité dans la pensée et la théologie chrétienne. Sans cela, certains papes, hein, ont du mal à se rappeler cet ordo caritatis. Hein. Eh bien, privilégie le lointain au prochain. Ça veut dire que cette vertu-là est dévoyée. Donc les vertus sont en train de devenir parfois des anti-vertus. Il faut que les vertus redeviennent, parce qu'elles ont toujours été dans la pensée européenne. Donc je le redis, hein, le courage, hein, qui est le levier, qui actionne toutes les autres, et l'espérance, sans laquelle, évidemment, eh bien, on renoncerait à se battre pour faire en sorte que le monde dont on a hérité, on puisse le transmettre, améliorer, bien sûr. Hein, ouais, et puis pour notre si beau pays, voilà, et puis pour les habitants. Et c'est ce à quoi on s'emploie, voilà, à travers cet entretien, à travers mes enquêtes et à travers les vôtres. Hein. Non, bah écoutez, merci beaucoup pour ce discours de vérité, François Bousquet. Voilà, je recommande vraiment ce bouquin, votre ouvrage, voilà, qui, je le rappelle, s'appelle Salle Blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien sur VA+. Vous pouvez commenter, partager cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien.